Lumière. 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 Lumière sur la spectroscopie moléculaire ou l'art d'observer l'infiniment petit à des distances astronomiques. Avec Vincent Boudon, directeur de recherche CNRS, et Cyril Richard, ingénieur de recherche CNRS, tous deux membres du laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne à Dijon. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager entre les étoiles, au cœur des corps célestes qui trônent dans notre galaxie, et à toucher du doigt l'atmosphère d'exoplanètes qui peuplent les systèmes solaires qui nous entourent. Le tout en gardant les pieds posés sur le sol bourguignon. Si, c'est possible. Promis. Et pour cela, je suis accompagnée de 2 scientifiques du laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne à Dijon, Vincent Boudon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS et responsable du groupe spectroscopie moléculaire, processus collisionnels et applications. Et je suis également accompagnée de Cyril Richard, ingénieur de recherche CNRS. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors avant d'aller dans l'espace, messieurs, je pense qu'il est important de préciser avec quelle technique vous avez l'habitude d'analyser tout ce qui s'y trouve, la spectroscopie moléculaire. Mais alors, qu'est-ce que c'est et comment cela fonctionne ? Alors, la spectroscopie moléculaire, c'est en quelque sorte l'art d'analyser la lumière des objets qui nous entourent. Celle-ci va nous renseigner par exemple sur la composition et les conditions physiques des astres qui sont distants de nous. Par exemple, le Soleil ou les étoiles pour lesquelles on ne peut évidemment pas envoyer de sonde à proximité. Donc ça va nous permettre de savoir de quoi sont composés ces astres. Tout à fait. Et pour ça, on va donc étudier ce qu'on appelle le spectre de la lumière. Alors là, faut expliquer un petit peu parce qu'un spectre, c'est pas un fantôme. En fait, c'est la décomposition de la lumière en différentes couleurs. Alors, on connaît tous un bel exemple qu'on a tous vu après la pluie, c'est l'arc-en-ciel. Et là, on a les couleurs qu'on appelle d'ailleurs visibles, que nos yeux voient, du rouge au violet. Mais évidemment, la lumière en général, ça se limite pas à ces couleurs visibles par l'œil humain, qui n'en entrevoit qu'une partie vraiment infime. De nos jours, au XXIe siècle, on a des capteurs qui peuvent capter toutes sortes de lumières. On connaît les mots infrarouge, ultraviolet, rayons X, et même les ondes radio. On est sur la radio. Eh bien, les ondes radio, c'est une forme de lumière et qu'on peut aussi capter de la part des astres. Alors là-dedans, qu'est-ce que nous on vient faire ? Eh bien, on étudie nous les molécules, et chaque molécule va avoir une signature dite spectroscopique qu'elle va imprimer dans le spectre de la lumière, en quelque sorte en mangeant quelques couleurs dedans, un peu comme un code barre, et chaque molécule aura son code barre qui va s'imprimer dans le spectre. Alors voyageons avec vous. Vous analysez l'infiniment petit, les molécules, qui se trouvent quelque part dans l'infiniment grand de l'espace. Mais alors, à quoi l'analyse des molécules présentes dans l'espace peut bien servir ? Qu'avez-vous pu découvrir récemment sur le sujet ? Cyril ? Alors, pour ma part, par exemple, on va chercher des molécules dites complexes. Alors complexes, c'est avec quelques atomes. Nous ne faisons pas de la biologie où c'est des molécules très complexes, mais c'est quand même des molécules complexes et qu'on va rechercher dans les comètes, par exemple, ou dans le milieu interstellaire. Et par exemple, ce qu'on cherche à voir, c'est ce que l'on va appeler les briques du vivant. Nous connaissons la molécule de l'ADN, qui est une molécule très complexe pour le coup. Nous cherchons ces petites briques qui pourraient composer donc les acides aminés d'une part et pouvoir remonter jusqu'à l'ADN d'autre part. Alors par exemple, dans mes recherches récemment, j'ai participé à la détection d'une molécule qui s'appelle le diméthyléther on a détecté cette molécule dans le nuage d'une étoile en formation. Alors il y a également aussi d'autres molécules sur lesquelles on travaille, je pense notamment au germane, le germane qui est une molécule un petit peu comme le méthane, avec un atome beaucoup plus gros à la place du carbone. Mais cette molécule, on va la trouver dans l'atmosphère de planètes du système solaire, par exemple Jupiter. Jupiter, actuellement, il y a une sonde qui est en train d'orbiter autour. Cette sonde s'appelle Juno. Et grâce à notre travail avec Vincent, des scientifiques qui traitent les données de Juno ont utilisé nos calculs et ont pu en fait faire une publication à partir de nos résultats. Vincent Boudon ?
Alors, on fait aussi des calculs sur tout un tas d'autres molécules. Par exemple, on a eu un projet avec l'Agence nationale de la recherche sur des calculs de spectre, donc de signatures infrarouges de molécules à haute température. Alors, pourquoi ça ? C'est pour étudier les exoplanètes, certaines exoplanètes. Donc une exoplanète, rapidement, c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil, donc qui est très loin. Mais maintenant, on sait en détecter, on commence à savoir étudier un petit peu leur atmosphère. Et en particulier, il y a des grosses planètes, un peu comme Jupiter chez nous, mais qui vont être très très près de leur étoile, donc qui vont être très chaudes. Alors très chaudes, ça veut dire 1000, 1500, 2000 degrés. C'est quand même pas mal. Et donc, les conditions en question sont vraiment particulières. Donc là, il faut faire des calculs dans ces conditions-là qui ne sont pas celles qu'on va rencontrer habituellement chez nous. Donc c'était tout un travail, qui se poursuit d'ailleurs et qui est assez complexe. Et puis plus près de nous, parce qu'on parlait de planètes, il y a une planète qu'on connaît bien, on est dessus, c'est la Terre, qui est digne d'intérêt aussi, puisqu'on a une atmosphère, on sait qu'il y a toutes sortes de gaz dedans, il n'y a pas que l'oxygène et l'azote, on a aussi des polluants. Donc ce qu'on peut faire, c'est modéliser des signatures infrarouges de polluants terrestres, ce qui permet à des satellites, par exemple, de les mesurer ensuite grâce à ces signatures. Alors, je peux citer juste rapidement l'hexafluorure de soufre. Alors, il n'est pas très connu, mais c'est un isolant électrique pour les installations à très haute tension qui a un puissant gaz à effet de serre. Donc, on va essayer de détecter. Et puis, là, je travaille avec une doctorante sur une molécule qui s'appelle le tétrafluorure de silicium. Pourquoi ? Parce que c'est une molécule qui renseigne sur la chimie à l'intérieur des volcans. Alors cela permet donc de définir la composition chimique des planètes, des étoiles, des comètes, ce dont vous parliez. Sur quels outils vous appuyez-vous pour faire vos analyses ? Sont-ils chez vous, au laboratoire, ou sont-ils directement dans l'espace ? Quels sont vos outils de travail au quotidien ? Vincent Boudon ? Voilà, alors je dirais qu'on est vraiment dans un travail collaboratif. C'est ça la recherche en général aujourd'hui. C'est pas l'image d'Épinal du savant solitaire avec les cheveux hirsutes, etc. Donc dans notre domaine, il y a un peu une chaîne de recherche. Je dis toujours, on a d'abord des collègues expérimentateurs, parce que nous, on est plutôt théoriciens et modélisateurs. Donc des expérimentateurs qui vont enregistrer des spectres de molécules en laboratoire dans des conditions bien déterminées pour les caractériser parfaitement. Par exemple, on collabore beaucoup en France avec ce qu'on appelle le synchrotron Soleil, qui est un gros équipement sur le plateau de Saclay près d'Orsay, et dans lequel il y a des différents laboratoires, dont un, entre autres, qui travaille sur l'infrarouge, qui permet de faire ces spectres. Et donc, on va à partir de là utiliser ces données brutes et les modéliser, les analyser en détail pour ensuite pouvoir calculer des modèles qui vont reproduire ces données et qui permettront de les reproduire dans d'autres cas. Alors, nos outils, du coup, Cyril et moi, c'est surtout des ordinateurs. Voilà, qui sont donc ici, à Dijon, sur lesquels on effectue tous ces calculs. Et accessoirement, les tableaux aussi à craie, où on va écrire des fois certaines choses. Mais effectivement, nous ne travaillons pas avec des grosses expériences. On travaille essentiellement avec des codes informatiques que nous développons nous-mêmes, juste en suivant des formules de mécanique quantique que nous appliquons et que nous codons donc informatiquement. Alors, nous sommes au milieu, Vincent a parlé d'une chaîne de développement, nous sommes un petit peu au milieu de cette chaîne de développement, c'est-à-dire que nous nous basons sur le travail d'expérimentateurs avec des données brutes, lesquelles nous servent dans un premier temps à analyser les spectres. Nous analysons les spectres, c'est-à-dire que le code-barre de ces molécules, chaque trait du code-barre, nous essayons de comprendre à quoi il correspond. Et de lui donner une étiquette en fait.
Et ensuite, nous, ce que nous essayons de faire, donc, c'est d'appliquer nos calculs pour essayer de faire en sorte que nos modèles collent le plus possible à l'expérience. Mais une fois que ceci est fait, c'est pas fini parce que nous produisons des données calculées, parce que nous produisons plus de données que nous en observons. Hein, c'est d'ailleurs le but de nos calculs, c'est d'avoir une extrapolation de données. Et avec ces données, eh bien, c'est important de pouvoir les donner à des astrophysiciens qui, eux, ensuite vont, eh bien, par exemple, je vous parlais tout à l'heure du diméthyléther, qui est une molécule que nous avons découverte dans le milieu interstellaire. Eh bien, les astrophysiciens, c'est eux qui vont chercher cette molécule. Eh bien, comment ils vont la chercher ? Je leur donne des données et ils vont regarder dans toutes leurs données à eux de télescopes, alors que ce soit par exemple le radiotélescope ALMA, qui se trouve dans le désert au Chili, ou peut-être prochainement, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, le JWST, ou je ne sais pas vraiment autre télescope dans le monde, n'importe, eh bien, on va rechercher les données que j'ai données et ils vont essayer de voir s'ils retrouvent donc la molécule, par exemple, que j'ai observée. Et c'est comme ça qu'on découvre une nouvelle molécule dans le milieu interstellaire ou ailleurs. Mais donc voilà, c'est vraiment une chaîne de traitement, et quand on sort un papier, il n'y a jamais, comme disait Vincent, un seul scientifique. On a tout un nom, toute une chaîne de noms de scientifiques et qui chacun a fait quelque chose. Ça peut même aller du chimiste qui a élaboré en laboratoire la molécule que nous avons étudiée en laboratoire. Alors, tous les capteurs et tous les outils que vous utilisez au quotidien, comme le fameux télescope spatial James Webb, génèrent sans doute un certain nombre de données à traiter. Vous en avez un peu parlé, Cyril. Comment travaillez-vous entre la gestion des données reçues, leur traitement, un peu précisément, et la modélisation des résultats obtenus ? Alors, je vais donner la parole déjà à Vincent Boudon. Oui, alors effectivement, le petit mot déjà sur le James Webb Space Telescope, c'est un tout nouvel outil qui a 1 an. On n'a pas encore eu, nous, l'occasion de l'utiliser, mais c'est clair que comme il observe dans l'infrarouge, ça va être pour les nombreuses années à venir, je dirais, une source de données extrêmement importante pour notre communauté. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ces données vont s'insérer en bout de chaîne. Donc nous, ce qu'il faut d'abord, c'est étudier chaque molécule en laboratoire, modéliser leur spectre, et ça, c'est ce que nous faisons. Et ensuite, à partir de là, et des modèles que nous avons donc créés à partir de ces données de laboratoire, on va pouvoir les comparer avec les données astronomique ou atmosphérique, d'ailleurs, comme je le soulignais avant, en étant capable d'identifier ce fameux code barre des espèces chimiques présentes dans le spectre d'une atmosphère, du milieu interstellaire, de la queue d'une comète, ça c'est un de nos nouveaux projets, etc. Alors, la spectroscopie moléculaire, c'est donc de la chimie aussi, de la physique, évidemment des mathématiques, mais vous êtes amené à travailler avec d'autres scientifiques sur de nombreux projets de recherche. J'imagine que vous ne jetez pas les données que vous recueillez. Qu'en faites-vous ? Où est-ce qu'elles sont stockées ? Comment vous les partagez aussi entre collègues ? Est-ce que la communauté de chercheurs dans votre domaine est très open access ? Cyril ? Alors, vous faites bien de poser cette question parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps, les données, parce que on est dans une époque très numérique où on produit de plus en plus de données, clairement. Nous ne sommes, avec Vincent, pas des très gros producteurs de données au sens où certaines entreprises le sont. Je pense à des entreprises comme Google ou je ne sais pas, mais qui sont extrêmement productrices de données. Mais nous en produisons. Et ces données, il va falloir effectivement les diffuser. Et avec Vincent, nous sommes très impliqués dans la diffusion des données scientifiques, parce que c'est quelque chose auquel nous croyons, déjà premièrement. Et puis c'est aussi quelque part le devoir des chercheurs CNRS de diffuser des données. Pourquoi ? Parce que ces données déjà ont été financées sur des deniers publics. Donc nous avons quelque part le devoir de rendre publiques ces données, de les diffuser. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est de fournir à la communauté scientifique des données qui sont ouvertes et standardisées. Standardisées, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, historiquement, les scientifiques avaient tendance à donner des données pas très standardisées, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ces données deviennent inutilisables. Donner des données dans un standard permet de quelque part d'avoir une certaine pérennité de la donnée, et ça c'est quelque chose de très important parce que c'est bien beau de donner de l'information, mais si celle-ci n'est plus lisible au bout d'un certain temps, eh bien ce ne la sert à rien. Donc nous essayons de les donner dans un standard, et afin donc de les rendre facilement utilisables par nos collègues, par exemple astrophysiciens, qui vont ensuite pouvoir les utiliser.
Pour faire cela, nous mettons à disposition des bases de données pour toutes les molécules que nous analysons, et elles sont accessibles gratuitement via un site web qu'on peut trouver dans toutes nos publications ou via le site internet de notre équipe. Donc voilà, c'est comme ça que nous essayons de faire, et la base de données facilement consultable sur internet par qui veut bien de nos datas. Donc ça peut être l'astrophysicien, ça peut être quelqu'un qui va étudier des atmosphères de planètes ou l'atmosphère de la Terre. Voilà, tout à chacun peut utiliser nos données. Alors Vincent, quels sont vos projets dans l'avenir proche et un peu plus éloigné ? Alors, comme je l'ai un tout petit peu évoqué entre les lignes, on a un projet qui démarre là avec un jeune doctorant belge qui vient de commencer sur la spectroscopie appliquée aux comètes, donc avec des collègues du laboratoire Utinam à Besançon. L'idée, c'est que des molécules ont été détectées in situ par la mission européenne Rosetta. Mais on ne peut pas envoyer tout le temps une sonde sur une comète parce que c'est un peu cher et complexe. Donc l'idée, c'est de reprendre ces molécules-là, dont on sait qu'elles doivent être présentes, de modéliser leur signature infrarouge pour voir ensuite si on peut les chercher et les trouver dans d'autres comètes via des télescopes ou des satellites terrestres. Et Cyril, vous avez une recherche nouvelle dans vos tuyaux informatique ou Je participe très activement avec ce projet sur les comètes, parce que d'ailleurs il s'agit de mon thésard qui va travailler sur ce projet. Mais j'ai également des collaborations avec des collègues de Lille pour continuer à faire des détections de molécules dans le milieu interstellaire, donc de la même famille que le diméthyléther dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, on décline le diméthyléther selon plusieurs isotopes et on essaye de le chercher pour trouver toute la famille complète dans le milieu interstellaire. Donc je vais continuer là-dessus. C'est une collaboration avec des Français de Lille. Donc voilà, c'est la recherche, c'est beaucoup de collaboration. Merci à tous les deux, Vincent Boudon et Cyril Richard, d'être intervenus sur ce sujet de la spectroscopie moléculaire, parce que du coup, on comprend mieux de quoi il s'agit. Alors nous, on est très heureux. Une chose est sûre, c'est qu'on va on va regarder le ciel différemment, mais tout en gardant les pieds sur terre. Votre intervention nous permet d'appréhender aussi le travail des chercheurs, qu'on s'imagine quelquefois un petit peu différent. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Merci. Au revoir. Merci de l'invitation. Au revoir. C'était Lumière sur la spectroscopie moléculaire ou l'art d'observer l'infiniment petit à des distances astronomiques, avec Vincent Boudon, directeur de recherche CNRS, et Cyril Richard, ingénieur de recherche CNRS, tous deux membres du laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne à Dijon.